le plus grand champion sans couronne est bien évidemment Sir Stirling Moss. Je vous en avais parlé d'ailleurs dans une vidéo il y a un peu plus d'1 an, je vous mets une fiche qui vous renvoie vers cette vidéo si jamais vous voulez la voir, mais c'est pas le seul champion sans couronne. Comme certains le savent, j'ai grandi dans les années 2000 et lors de cette décennie, il y a quelques pilotes que l'on peut considérer comme des champions sans couronne et aujourd'hui je voulais leur rendre un petit hommage. Sûrement le moins crédible et surtout seul pilote de la vidéo à ne jamais avoir décroché le titre de vice-champion du monde, j'ai sélectionné Robert Kubica car il me semble indéniable que son talent aurait mérité d'être récompensé. Après avoir loupé l'opportunité de rouler avec Minardi ou encore Renault, le grand Robert fait ses débuts en Formule 1 en 2006 en remplacement de Jacques Villeneuve qui se blesse lors du Grand Prix d'Hockenheim. Le Polonais débarque donc au Grand Prix de Hongrie et de suite il va devenir un acteur majeur de son écurie BMW Sauber. Il convainc grâce à une bonne performance et s'il ne marque pas de points, c'est tout simplement parce que le poids de sa voiture était non conforme. Mais sinon, il a fini quand même 7ème pour un premier Grand Prix. Ça annonce de très belles choses. Et du coup, BMW Sauber n'hésite pas vraiment. Il signe le Polonais jusqu'à la fin de la saison et grand bien leur face puisque Kubica monte sur la 3e marche du podium lors du Grand Prix d'Italie. Il devient alors le premier Polonais à monter sur un podium et le deuxième pilote le plus jeune de l'histoire à monter sur la boîte. Il reste dans l'écurie germano-suisse pour la saison 2007, mais sera quelque peu dominé par son coéquipier plutôt expérimenté, Nick Heidfeld, payant un peu son manque d'expérience et surtout étant frappé par tous les problèmes de fiabilité du monde. Il est surtout victime d'un crash horrible au Canada, heureusement plus de peur que de mal, il a juste une foulure à la cheville avec 75 G de décélération. On pouvait s'attendre au pire, mais ça va être tout simplement le point de départ d'1 an de progression. En tête à la mi-course lors du Grand Prix de Chine 2007, il est malheureusement contraint à l'abandon alors qu'il semblait filer vers sa première victoire. À la fin de la saison, il termine 6ème du championnat à 22 points de Nick Heidfeld. Mais 2008 est une nouvelle saison et surtout une saison avec de nouveaux objectifs. BMW est vraiment mieux préparé et ça se ressent de suite dans les résultats. Il signe sa première pole position au Grand Prix de Bahreïn de cette même année. Ne parvenant pas à l'emporter, il va signer 3 autres podiums cette saison avant d'enfin décrocher le Graal lors du Grand Prix du Canada. Double récompense pour le Polonais puisque en plus de remporter sa première victoire, il s'empare de la tête du championnat. Et c'est finalement en fait le début de la fin pour le Polonais malgré son impressionnante résilience et sa résistance tout au long de la saison. Il va jouer le titre, mais le manque de motivation de BMW Sauber va le faire dégringoler. Et finalement, alors qu'il jouait le titre à 2 courses de la fin, le Polonais ne va se contenter que d'une 4e place au championnat du monde, à égalité de points avec Kimi Raikkonen. BMW Sauber étant un peu moins motivé et la réglementation 2009 n'aidant pas vraiment l'écurie germano-suisse, Kubica va passer une année 2009 vraiment galère. Il ne marquera pas de points avant la 7e course de la saison et surtout, il ne va jamais monter sur le podium lors de cette saison, étant à nouveau battu au championnat par son coéquipier Nick Heidfeld. Pour 2010, changement d'écurie, donc changement d'ambiance, il y a un vent d'air frais qui se passe pour Robert Kubica et enfin, il va pouvoir confirmer les espoirs qui sont placés en lui, puisqu'après seulement 2 courses, on arrive en Australie et le Polonais signe une 2e position derrière la McLaren de Jenson Button. 2 autres podiums viendront alimenter une saison superbe et il finira du coup la saison 8ème du championnat, battant notamment la Mercedes de Michael Schumacher et finissant meilleur des autres. C'est un titre symbolique, mais vraiment ça nous donnait du crédit pour Robert Kubica et on s'attendait vraiment à une bonne année 2011. Malheureusement, son accident lors d'une course de rallye va lui déchiqueter la main et à ce moment-là, c'est une fin de carrière, même s'il reviendra quelques années après. Robert Kubica peut être un peu vu comme un gâchis, tant sa saison 2008 étant sa saison prime. Et forcément, je vous en parlerai un jour de cette saison 2008 dans la série Prime, bien évidemment, une nouvelle série qui est sortie il n'y a pas longtemps, avec un premier épisode qui parlait d'Ensar Alfrenzen. Si jamais tu veux la voir, je te la mets à nouveau en fiche. Et si tu regrettes d'avoir loupé cette vidéo, c'est simple, pense à t'abonner, pense
à activer la cloche. Et si cette vidéo te plaît, eh bien je t'invite également à la liker. Bref, on passe au deuxième champion sans couronne. Connaissant également son prime en 2008, Felipe Massa est sans nul doute le plus grand champion sans couronne de ma génération. Pourtant, le Brésilien, il va pas connaître un début de carrière si fantastique que ça. Pour ceux qui l'ont vu courir et qui ne se souviennent pas, son arrivée chez Sauber en 2002 est plus que contesté. Déjà pour le premier Grand Prix de sa carrière en Australie, il est impliqué dans le carambolage du départ. Ça met de suite les bases. Il est battu par son coéquipier Nick Heidfeld, tiens, encore lui. Mais surtout, il va être remplacé par Frentzen lors du Grand Prix des USA à cause de son pilotage trop fougueux et surtout vraiment très agressif. Ces différents défauts vont lui coûter sa place chez Sauber pour la saison 2003. Un mal pour un bien puisque Ferrari va le recruter pour être troisième pilote. Et comme Ferrari est motoriste de Sauber, il leur tape un petit peu dans le coude en disant on peut pas faire revenir Massa pour la saison 2004. C'est pourquoi le Brésilien retrouve sa place chez Sauber en 2004 et malheureusement ça va pas beaucoup mieux se passer. Plus calme en piste, il reste cependant décevant pour cette année 2004 puisqu'il marque 2 fois moins de points que son coéquipier Giancarlo Fisichella, qui était quand même un pilote d'expérience à l'époque. Finalement, en 2005, c'est la première fois de sa carrière qu'il bat son coéquipier, tout en n'étant pas des plus convaincants malgré tout. Pourtant, Ferrari va faire appel à ses services pour la saison 2006 en remplacement de Rubens Barrichello, et c'est à ce moment-là qu'on trouve ses premières pole positions, ses premiers podiums, ses premières victoires, notamment celle au Brésil en 2006, qui ne souffre d'aucune contestation. Ça va lui permettre de finir 3e du championnat du monde, étant vraiment beaucoup plus régulier qu'à l'accoutumée, et en 2007, il va être rejoint par Kimi Raikkonen. Le Finlandais sort de plusieurs saisons chez McLaren plutôt convaincantes, mais Ferrari place tous ses espoirs en Felipe Massa, qui est alors propulsé numéro 1 de l'équipe. Jouant le titre une bonne partie de la saison, il doit se transformer en équipier modèle pour la fin du championnat. En effet, au soir du Grand Prix d'Italie, Kimi Raikkonen est mieux placé que lui au championnat, et donc la règle, c'est le mieux placé au soir du Grand Prix d'Italie devient le numéro 1. Le Pauliste terminera du coup 4e de ce championnat en ayant été d'une grande aide pour Kimi Raikkonen sur les derniers Grands Prix, notamment au Brésil où le Finlandais remporte son premier titre mondial. 2008 doit être son année et il va répondre présent, prenant petit à petit la mesure de son coéquipier et surtout la tête du championnat en France pour la première fois de sa carrière. Il ne va malheureusement pas réussir à résister au talent de Lewis Hamilton qui va aller chercher son premier titre mondial pour 1 point devant le Brésilien. Bien qu'il fasse une grosse erreur lors du Grand Prix de Singapour, il s'offre le droit de rêver au Brésil et il fait le travail. Et contrairement à tous les pilotes de cette vidéo, Massa fut champion du monde pour 10 secondes, puisque c'est à ce moment-là que Lewis Hamilton décide de doubler Timo Glock et passant la ligne avec 1 point d'avance au classement sur Felipe Massa. Le Brésilien subit évidemment le plus gros échec de sa carrière, mais ça va pas l'abattre, même si la réglementation 2009 est vraiment mal appréhendée par l'écurie au cheval cabré. Il va réaliser une plutôt bonne saison, marquant ses premiers points en Espagne et montant sur son premier podium de la saison en finissant 3e en Allemagne. Sa saison est alors lancée, Ferrari est beaucoup mieux, mais Felipe va voir sa saison s'arrêter brutalement lors du Grand Prix de Hongrie 2009. Victime d'un grave accident, il voit sa saison s'arrêter net, et s'il revient en 2010, il est constamment dominé par Fernando Alonso, sauf lors d'un Grand Prix, le Grand Prix d'Allemagne 2010, où c'est lui vraiment le meilleur pilote sur la piste. Malheureusement, Ferrari lui demande de s'effacer pour Alonso qui joue le titre. Et à ce moment-là, on perd totalement Felipe Massa, qui ne sera plus jamais le même pilote. Autre pilote sud-américain très agressif sur la piste, Juan Pablo Montoya a fait les beaux jours de la Formule 1 entre 2001 et 2006. Une carrière assez courte, mais plutôt intense pour l'un des pilotes les plus talentueux de sa génération et que la F1 a vu passer dans les années 2000. Après seulement 3 courses, il se permet un dépassement plutôt audacieux au S de Senna sur le maître de l'époque, Michael Schumacher, et il y va vraiment en forçant le passage. Il est alors en tête du Grand Prix, et s'il ne gagne pas, c'est tout simplement parce qu'un retardataire rate son freinage, et ce retardataire, c'est
Jos Verstappen. Oui, à l'époque, le nom Verstappen n'était pas forcément associé au meilleur pilote du monde. Il va réaliser son premier podium en Espagne en terminant deuxième, mais il sera à nouveau au cœur d'une polémique face à Michael Schumacher lors du Grand Prix d'Autriche, freinant ultra tardivement pour défendre sur le baron rouge et emmenant lui et Michael Schumacher dans le bac à gravier. Les deux pilotes peuvent repartir, mais Montoya est en train de créer son image de pilote ultra agressif en piste. Il ne gagne pas en Allemagne à cause d'un souci moteur, mais ce n'est que partie remise puisqu'il va enfin décrocher le Graal lors du Grand Prix d'Italie 2001 devant son coéquipier et les deux Ferrari. Lors de la saison suivante, il est impressionnant, signant 7 pole positions au cours de la saison et finissant 3e du championnat. Seul ombre au tableau, la seule victoire de Williams cette saison, elle est pour Ralf Schumacher et pas pour Juan Pablo Montoya. C'est un petit point qui fait quand même un peu tâche dans la saison 2002 de Montoya. Pourtant, il était quand même le pilote le plus régulier derrière les deux Ferrari, qui étaient tout simplement intouchables. Et donc, on attend beaucoup de lui pour la saison 2003. Il doit confirmer son talent et la première partie de saison n'est vraiment pas bonne. Mais grâce à l'évolution de sa Williams et surtout à l'augmentation des performances des pneus Michelin, il va réaliser une deuxième partie de saison exceptionnelle lui permettant de croire au titre. Montant 8 fois sur le podium en 10 Grands Prix, avec notamment 2 victoires à Monaco et en Allemagne, il arrive aux États-Unis en étant à la lutte avec Raikkonen et Schumacher. Malheureusement pour lui, à 2 Grands Prix de la fin, cette course va signer la fin de son rêve puisqu'il ne fait pas mieux que 6e et donc il devra regarder Schumacher et Raikkonen s'affronter pour le titre au Japon. Et la saison 2004 est plus que délicate, en plus d'avoir une FW26 vraiment moche, elle n'est pas fiable cette voiture. À ça, vous ajoutez ces relations compliquées avec le board de Williams, et puis on arrive sur une saison galère, la dernière de Juan Pablo Montoya avec Williams. Il va quand même réussir à s'imposer lors du dernier Grand Prix de la saison, gagnant alors sa dernière course avec l'écurie Williams. Départ vers McLaren pour de nouveaux espoirs, et de suite, première polémique, il ne peut pas prendre le départ des 2 premiers Grands Prix de la saison. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il s'est blessé de façon plutôt mystérieuse, on n'arrive pas vraiment à démêler le vrai du faux. En tout cas, il va louper les 2 premiers Grands Prix de la saison et quand il revient, il découvre la voiture, donc il faut qu'il se mette dans le rythme. Parvenant à se mettre petit à petit au niveau de son coéquipier Kimi Raikkonen, il va vraiment réaliser une deuxième partie de saison plutôt bonne, remportant notamment 3 Grands Prix. Il va finir 3e du championnat à nouveau, et on en attend forcément beaucoup plus de sa part pour la saison 2006. Et en fait, ce qui pêche chez Montoya, c'est son côté agressif. Du coup, il est souvent pris dans des accrochages, et donc il ne peut pas marquer des points importants. Et si à ça, vous ajoutez une McLaren pour la saison 2006 qui n'est pas bonne, et bien forcément, les résultats ne suivent pas. Après un début de saison vraiment décevant, il décide de claquer la porte de la Formule 1 après le Grand Prix des USA, étant lassé de la Formule 1 et surtout étant lassé de ne pas réussir à jouer le titre mondial. Et j'ai dit une petite bêtise avec Robert Kubica, Juan Pablo Montoya est également l'un des pilotes à n'avoir jamais fini vice-champion du monde lors de cette décennie, en tout cas lors de sa carrière qui était plutôt courte, et donc je m'en excuse. Et on reste un peu sur notre fin avec le Colombien qui n'aura jamais réussi à faire mieux que cette saison 2003, sa saison prime. Voyez-y peut-être un petit clin d'œil pour une future vidéo. De tous les pilotes cités pour cette décennie des années 2000, il est le pilote ayant terminé le plus de fois vice-champion du monde au cours de sa carrière. Auteur d'une des carrières les plus longues de la Formule 1, Rubens Barrichello est évidemment le plus grand champion sans couronne de ces années 2000. Après des passages chez Jordan et Stewart, il est recruté par Ferrari lors de la saison 2000 afin d'épauler Michael Schumacher dans sa quête au titre mondial. Il remportera cette saison sa première victoire en Formule 1 lors d'un Grand Prix d'Allemagne mouvementé alors qu'il partait 18e sur la grille. 10 podiums en 2001 lui permettent de finir 3e du championnat sans malgré tout remporter une seule course cette saison et il devra attendre 2002 pour espérer à nouveau monter sur la plus haute marche du podium. Et si tout le monde s'attend à ce qu'il remporte le Grand Prix d'Autriche 2002 étant largement au-dessus de son coéquipier tout au long du week-end, Ferrari en décidera autrement et demande à Rubinho de s'effacer pour laisser Michael Schumacher remporter le Grand Prix. Le Brésilien, qui doit re-signer son contrat dans pas longtemps, s'exécute mais le fait à 100 mètres de la ligne d'arrivée pour montrer à Ferrari aujourd'hui
j'étais le meilleur, et là les gars, vous avez vraiment abusé. Il prendra alors sa revanche au Grand Prix d'Europe, gagnant de quelques dixièmes devant Michael Schumacher et est enfin libéré, lui permettant de gagner 3 autres victoires cette saison, notamment celle des USA, lors de laquelle Schumacher ralentit dans la dernière ligne droite et finit deuxième. Peut-être un clin d'œil au Grand Prix d'Autriche 2002 où Barrichello avait dû s'effacer pour le pilote allemand. Avec 4 victoires et surtout 6 autres podiums, il finit aisément vice-champion du monde de cette saison 2002. Mais il va quelque peu déchanter, puisque la saison 2003 est plus que compliquée, la Ferrari est moins dominante. Malgré tout, il parviendra à récupérer 2 victoires, notamment celle de Suzuka, super importante, puisqu'elle permet à son coéquipier de devenir sextuple champion du monde, battant alors la légende Juan Manuel Fangio en nombre de titres. 2 autres victoires en 2004 viennent alourdir son palmarès déjà plus que conséquent, et additionné à ces 12 autres podiums réalisés dans la saison, il décroche facilement un nouveau titre de vice-champion du monde. Et puis, catastrophe, il n'est vraiment pas dans le rythme lors de cette saison 2005 avec une Ferrari plus qu'en difficulté, et malheureusement, il va pas décrocher tant que ça de podium. Seulement 4 arrivées dans le top 3, aucune victoire, et en plus, ayant de plus en plus de mal à supporter son rôle de deuxième pilote chez Ferrari, Barrichello fait ses valises et s'en va dans l'écurie japonaise Honda. Il va alors vivre 3 années difficiles, dont 2 galères en 2007 et en 2008. À noter qu'en 2007, c'est sa première saison où il ne marque aucun point de toute sa carrière. D'ailleurs, c'est la seule saison où ça lui arrivera. Ayant vu sa réputation drastiquement dégringoler lorsque Honda met la clé sous la porte en 2008, on le pense alors obligé de prendre sa retraite. Mais le rachat de Honda et la création de l'écurie Braun va lui permettre de conserver sa place pour la saison 2009 avec énormément de pression. En effet, l'écurie est aux proies à des difficultés financières, Ross Brawn le sait, et il annonce de suite la couleur à Rubens: si un pilote payant arrive, tu sors. Et donc, en fait, Barrichello se retrouve avec des contrats à course par course, mais la domination de Brawn lui permet de réaliser d'excellentes performances, signant 3 podiums en 7 Grands Prix, mais il est à ce moment-là dominé par son coéquipier. Dans le même temps, Button, c'est 6 victoires en 7 courses. Le tournant de sa carrière arrive en Hongrie. Grand Prix où un ressort de sa Brawn s'échappe et va taper le casque de Felipe Massa comme un symbole, comme un hommage. Et Barrichello va remporter le Grand Prix suivant, lors du Grand Prix d'Europe à Valence, signant alors sa première victoire depuis 5 ans et se relançant totalement dans la lutte au titre. Il prend alors l'ascendant sur son coéquipier et va d'ailleurs remporter également le Grand Prix d'Italie, ce qui sera sa dernière victoire en carrière. Une victoire plutôt bien reçue par les tifosi puisqu'ils n'ont pas oublié son super travail lors de ces années Ferrari. Malheureusement, si on le pense capable de jouer le titre, il devra se contenter seulement d'une 3e place au championnat, et ayant signé un contrat avec Williams pour 2010, lorsque McLaren est intéressé par lui et veut le faire venir, et bien malheureusement est obligé de décliner leur offre, alors que ça lui aurait permis sans nul doute de jouer à nouveau des victoires. Il met un terme à son immense carrière en 2011 sans avoir jamais réussi à réaliser de coup d'éclat dans l'écurie de Grove. Voilà pour cette liste subjective de champions sans couronne des années 2000. N'hésite pas à me dire les tiens dans l'espace commentaire. N'hésite pas non plus à me dire ce que tu penses de la liste que moi je t'ai donnée, s'ils méritent vraiment leur titre de champion sans couronne. J'aurais pu également vous parler de David Coulthard, mais je le voyais plus comme champion sans couronne dans les années 90. En attendant, si la vidéo t'a plu, pense à la liker, pense également à t'abonner, à activer la cloche pour pas louper la suite et les prochaines vidéos qui sortiront sur cette chaîne. Je t'invite à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux pour être un peu au courant de ce qui peut sortir. Et si jamais t'en as pas eu assez, à droite et à gauche, tu trouveras d'autres vidéos à voir ou à revoir. Et moi, je te dis au revoir et à la prochaine.